Monsieur Manga, quels sont aujourd'hui les défis environnementaux qui se posent au Sénégal et notamment au niveau de ces régions de Casamance? Merci M. Mané. En réalité, il y a différents défis qui se posent au Sénégal en termes d'environnement. Il y a d'abord les 3D. Les 3D, c'est d'abord la déforestation. Avant la déforestation, il y a la désertification. Il y a également la dégradation des sols. Mais ça, c'est les trois problèmes majeurs. Il y a d'autres problèmes qui se greffent à ces trois problèmes, ces 3D. Il y a l'acidification de l'atmosphère. Une ville comme Dakar est polluée. Il y a également la pollution des nappes phréatiques, tout simplement parce que l'activité industrielle ou bien tous les gaz qui sont émis contribuent à polluer cet environnement-là. Mais en ce qui nous concerne ici en Casamance, les principaux défis qui se posent à nous, c'est la salinisation des rizières et des cours d'eau, mais également la déforestation. Et cette déforestation-là peut à la longue conduire à une sorte de désertification qui pourrait tout simplement nous mener au drame. Donc voilà un autre défi qui se pose à nous. Et si on y prend garde, ça risque d'impacter sur la stabilité de nos sociétés, sur également la stabilité de notre État-nation. Et donc il faut anticiper. Et les conséquences immédiates? Les conséquences immédiates, c'est d'abord la baisse de production agricole, la baisse de la pluviométrie, l'acidification des sols, la salinisation des rizières. Et à la longue, ça va créer un cadre de vie très précaire. Et des populations seront appelées à migrer, à quitter leur habitat originel. Comme ça a été le cas en 2012, où nous avons constaté au niveau mondial 32 millions de migrants climatiques. Donc la déforestation est peut-être le début à tous ces problèmes. Donc il faut anticiper sur ces différents défis. Et qu'il faut-il faire dans l'urgence pour parer à de telles menaces? Dans l'urgence, ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est une politique environnementale efficiente, qui est anticipatrice. C'est-à-dire que l'État devrait urgemment impliquer les élèves, les étudiants, les jeunes dans la préservation de l'environnement. Et également transférer cette compétence locale de façon effective, parce qu'on nous dit qu'à travers la loi sur la décentralisation, que la gestion des ressources naturelles, parmi lesquelles les forêts, sont des compétences transférées aux collectivités locales, mais il faudrait que ce soit bien planifié. Moi, je suggère à ce qui est la semaine de l'environnement et du civisme. C'est des camps de reforestation et des camps du civisme où les élèves, avec les enseignants, avec l'encadrement des agents forestiers, vont descendre sur le terrain, reboiser, mais également, à part le reboisement, durant la sécheresse, faire des pare-feux en rapport avec les populations. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il faut une politique répressive des coupes de bois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des coupes de bois abusives. On trouve au Sénégal des gens qui viennent d'un peu partout, de la Gambie, de la Chine, et même de la Guinée-Conakry, et d'ailleurs, qui viennent détruire nos forêts. Et ça va impacter sur la vie des populations. Et à part cela, je pense qu'aussi il faut équiper les agents forestiers. Donner des véhicules et se dire que voilà, ou bien recruter des agents forestiers et se dire que voilà, on est en train de faire un travail. Non, ce n'est pas suffisant. La forêt, il faut la protéger, il faut produire la forêt, il faut également planifier les coupes de bois, il faut mener une politique de veille. Moi, je vois par exemple dans différents pays où par exemple il y a des moyens de surveillance tels que les satellites, mais également il y a des hélicoptères, il y a des armements même qu'on donne aux agents forestiers pour éviter le braconnage et les coupes de bois abusifs. Donc l'État doit mener tout cela sur la longue durée. Après la rencontre du COP21 à Paris et celle de Marrakech tout récemment, y a-t-il lieu d'être optimiste pour la préservation vraiment du cadre environnemental au niveau mondial? Ben, moi je me dis que tout cela sont des déclarations d'intention qui sont très belles. Mais est-ce qu'elles sont effectivement suivies d'effets sur le terrain? C'est ça le gros problème. Il y a un véritable décalage entre l'élite mondiale de tous les pays, l'élite mondiale et les populations. Les populations semblent être en avance sur la conception, la perception que les élites ont de leur environnement, ont des questions d'environnement. Hein? Donc, moi je pense qu'il faut aller au-delà du discours. Ces différents sommets qui engloutissent des milliards, je pense qu'en fait il faudrait renoncer et investir au niveau local à travers des actions concrètes de reforestation. Parce qu'aujourd'hui les gaz qui sont émis, mais qu'est-ce qui contribue à les capter? Il y a les cours d'eau qui les captent, il y a les océans qui les captent, il y a une partie qui est captée par la terre, il y a une partie qui est projetée encore dans l'atmosphère, mais il y a une grosse partie qui est sécrétée par
les arbres. Et là, on parle des jeunes arbres. Donc, si on veut continuer à avoir ces arbres-là qui peuvent faire une meilleure sécrétion des gaz, mais il faudrait planter. Et planter n'est pas difficile, c'est très facile. Encore qu'il faudrait avoir la volonté. Donc voilà en gros, moi ce que je pense. Je pense qu'en fait, il faut aller au-delà de ces sommets-là. Ces déclarations d'intention qui ne sont pas suivies d'effets, il faut y mettre un terme. Il faut des actions concrètes, impliquer les jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et il faut anticiper sur ces problèmes-là. Et si on revient au niveau local, à l'échelle locale, est-ce que les collectivités locales aussi n'ont pas une certaine responsabilité par rapport à ces phénomènes que vous venez de décrire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui pour les collectivités locales de sceller des pactes avec les populations pour la préservation de leur cadre de vie? Vous savez, ici en Casamance, les populations avaient une façon de préserver la forêt. Nous, en milieu Diola, on nous dit que couper un arbre qui n'est pas mort était un sacrilège. Mais aujourd'hui, les gens n'attendent même pas que les arbres meurent, on les coupe. On prélevait de la nature ce dont on avait besoin. Au niveau du fleuve, on ne prélevait que le poisson dont on avait besoin. On pouvait cuisiner. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui utilisent des méthodes de pêche qui sont vraiment nuisibles à l'environnement. Aujourd'hui, les forêts sont en train de disparaître. Il y a des espèces d'arbres telles que le pêne et beaucoup d'autres espèces d'arbres qui n'existent presque plus. Mais ça, c'est parce que quelque part, on n'a pas tenu compte de ce savoir traditionnel des populations. Nos populations ont un savoir qui est très utile et qui peut être ajouté, disons, aux méthodes de préservation modernes importées. D'ailleurs, il ne faut pas négliger ce savoir traditionnel-là. Hein? Les collectivités locales, moi je me demande, est-ce que dans leur fonctionnement, elles sont bien adaptées aux réalités du terroir? Même nos politiques nationales, elles ne sont pas adaptées aux réalités du terroir, aux réalités du pays. Parce que nous importons des politiques qui ne sont pas propres à l'Afrique. Il faut adapter les politiques importées aux réalités locales. Se faire dicter nos politiques par la Banque mondiale, le FMI et autres. À quoi bon si on ne tient pas compte des réalités locales? Donc moi, mon rêve, c'est qu'on puisse vraiment combiner ces techniques qui sont modernes dans la préservation de la forêt, qu'on puisse les combiner aux méthodes locales de préservation des forêts. Parce que nous avons des réalités vraiment insoupçonnées ici en Casamance qui peuvent permettre de régler tous ces problèmes.